Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Fadila Lahanan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire d'État en charge de la propreté dans le gouvernement bruxellois, ministre-présidente de la COCOF. Fadila Lahanan, est-ce que vous comptiez aller au musée Hergé ces prochains jours? Non, ce n'était pas prévu au programme, mais j'ai entendu qu'une exposition a été censurée, apparemment, ou en tout cas, on l'a postposée. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Si je vous pose la question, c'est évidemment parce qu'il y avait une exposition en hommage à Charlie Hebdo qui allait se tenir dans ce musée Louvain-la-Neuve. Exposition annulée, en fait, pour raison de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annulation ? Je trouve ça dommageable, mais je pense que le plan de sécurité, notamment au niveau de la police, fait qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont aujourd'hui reculés, postposés, pour faire en sorte que les agents ne prennent pas de risques. Alors ici, le musée Hergé n'a jamais été, je pense, sécurisé à l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, distraire du personnel pour le mettre à disposition de lieux culturels, ça a l'air peut-être d'être compliqué, donc ce n'est pas la priorité. Je trouve ça dommageable, mais vous voyez, au musée juif de Belgique, avant, il n'y avait pas de sécurité à l'entrée. Et puis, on sait ce qui s'est passé il y a un an. Ben, voilà, aujourd'hui, nous avons des agents de police et puis, depuis quelques jours, même des militaires. Mais annuler un événement culturel, une exposition, c'est pas une petite victoire du terrorisme, finalement ? Non, je pense qu'ici, il y a eu en tout cas une concertation entre les organisateurs, donc le musée en tant que tel, et le bourgmestre de Louvain-la-Neuve, avec les services de police. Et je crois qu'ils ont fait un plan de sécurité avec l'analyse des risques. Et je pense qu'il est inutile de prendre des risques pour mettre en danger le personnel ou des forces de l'ordre. Et je crois que dans quelques temps, cette exposition pourra être vue par l'ensemble des citoyens. En tout cas, ce serait ma volonté si j'étais encore ministre de la Culture au niveau wallon. Alors vous avez eu une petite alerte devant votre cabinet hier, rien de très grave, mais il y a eu quand même un petit déploiement de force. Est-ce qu'on sent que les forces de l'ordre sont tendues, un peu trop tendues ces derniers temps ? Non, je pense qu'on est face aussi à une psychose et c'est vrai qu'avec la surmédiatisation des événements, tout le monde a peur et puis la moindre chose, beaucoup de gens aussi s'amusent à faire des alertes à la bombe. Donc hier, effectivement, il y avait une alerte à la bombe devant le bâtiment que j'occupe, mais voilà, les militaires sont arrivés, ils ont vérifié, rien de grave, donc c'était une fausse alerte. Donc je pense que de plus en plus, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura des petits amusants qui vont jouer à faire des appels ridicules. Ben voilà, on est dans une situation un peu exceptionnelle aussi. Mais est-ce que l'armée dans les rues, ça ne renforce pas ce sentiment, cette psychose ? Oui, moi, ça me fait peur. Je vous avoue que j'aime pas trop l'idée de voir des militaires dans la rue parce que d'abord, j'estime que c'est pas leur rôle. Et puis, j'aime autant que le gouvernement fédéral, par exemple, mette des moyens supplémentaires dans la police, dans les zones de police. Moi, qui suis membre de la zone Midi, je peux vous dire qu'on n'a pas suffisamment de moyens et que je préférais que ces moyens-là viennent vers les zones de police et que ce soit les policiers qui soient dans la rue. Il n'aurait pas fallu mettre l'armée dans la rue ? Mais moi, je suis pas pour. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui estiment ça plutôt bien. Moi, j'estime que c'est plutôt aux forces de police d'être dans la proximité, sur le terrain, qu'on doit voir sur le terrain. Voir des militaires, ça me semble complètement... Mais les forces de police sont visées, visiblement, par certains projets d'attentats. Oui, effectivement, mais je suppose que maintenant qu'il y a des militaires, ils seront visés aussi. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il ne faut pas faire prendre de risques inutiles aux forces de police. Et il y a toutes des mesures aujourd'hui qui permettent, en tout cas, de conditionner leur déambulation dans la ville. Mais je pense quand même que ce n'est pas la solution. C'est transitoire. Aujourd'hui, OK, on en a besoin surtout pour surveiller et garder des lieux qui sont sans doute emblématiques. Mais pour l'avenir, j'estime qu'il faut renforcer les moyens au niveau de la police pour leur permettre de faire leur travail. C'est vraiment leur rôle le premier. Alors, vous avez vécu de longues années à Molenbeek, cette commune dont on parle beaucoup pour l'instant, notamment dans l'enquête antiterroriste menée par le parquet fédéral. C'est un nid à terroristes, Molenbeek ? Non, je suis triste d'entendre ça. Alors, effectivement, il y a sans doute des soucis, comme il y en a dans d'autres communes, et je pense dans l'ensemble des communes. Pas plus qu'ailleurs ? Pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'on l'a stigmatisé aujourd'hui, Molenbeek, parce que, en tout cas, l'enquête qui est menée jusqu'à présent montre qu'il y a un certain nombre d'habitants, ou en tout cas de personnes originaires de Molenbeek. Maintenant, c'est quand même de là que viennent quasiment toutes les personnes qui sont mais il faut arrêter de stigmatiser cette commune. C'est vraiment une commune qui a développé, qui a fait un travail formidable. Alors, le problème du radicalisme touche l'ensemble des communes. Hier, je pense d'ailleurs, mon collègue Benoît Sorex était présent ici sur votre plateau et il a signalé qu'il y avait aussi des personnes
personnes qui étaient soupçonnées de radicalisme dans sa commune, à Woluwe-Saint-Pierre, qui est quand même pas une commune Il y a autant de radicalisme à Woluwe-Saint-Pierre qu'à Kamloops? Non, sûrement pas. Mais je veux dire, vous savez, le radicalisme, c'est aussi lié à une situation économique, à des conditions socio-économiques qui sont un peu plus difficiles. Vous savez, les gens qui se tournent, me semble-t-il, vers le radicalisme, c'est des gens qui ont perdu tout sens de la dignité, tout sens de l'espoir que, par exemple, moi, j'ai pu connaître quand j'étais enfant. Je veux dire, c'est des gens qui ont un peu perdu pied par rapport à la société qui les entoure. Et donc, c'est clair que c'est plus simple quand on est mal dans sa peau, quand on n'a pas d'espoir dans son avenir, quand on n'a pas un boulot, quand on n'a pas une vie ordinaire et normale. C'est sûr qu'on est beaucoup plus attiré par le chant des sirènes et sans doute les radicaux profitent de cet état de situation. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pendant 20 ans, le Parti socialiste a un peu laissé faire à Molenbeek et dans d'autres communes pour des raisons principalement électoralistes? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? C'est un procès d'intention et je peux vous dire que l'ensemble du Parti socialiste est d'accord pour mettre un frein à ces difficultés. Mais les difficultés... On l'a assez fait avant? Mais bien sûr, et vous savez, le radicalisme aujourd'hui est beaucoup plus présent. On en parle de plus en plus parce qu'il y a aussi d'abord une surmédiatisation, mais aussi les réseaux sociaux sont vraiment un facteur d'instantanéité et de rapidité. Donc ça permet vraiment que les informations circulent beaucoup plus vite. Dire aujourd'hui que le Parti socialiste n'a rien fait, non, nous avons travaillé sur les quartiers, sur les conditions socio-économiques, sur des plans d'action pour mettre au travail des jeunes, travailler aussi sur l'enseignement. Et donc tout ça, c'est le Parti socialiste qui l'a fait. Maintenant, dire que c'est à cause du Parti socialiste qu'il y a des radicaux, je peux vous dire que ça, c'est tout à fait idiot. Alors, vous voulez créer un label d'utilité publique pour certaines œuvres culturelles. Qu'est-ce que c'est que ce label ? Alors, c'est un label qui existe depuis maintenant 2-3 ans, donc ce n'est pas récent et ce n'est pas lié aux événements que nous connaissons. Label d'utilité publique, c'est vraiment dire qu'il y a des œuvres culturelles, des œuvres artistiques qui ont cette capacité de développer le sens de la parole, de la liberté d'expression, de la réflexion, de se poser des questions sur la société. La première pièce qui a eu ce label d'utilité publique, c'est L'homme debout de Jean-Marc Mailly, et donc c'est l'histoire d'un détenu qui a un parcours assez incroyable et qui partage ce parcours et son histoire avec des publics qui sont souvent des publics scolaires ou des publics jeunes. Mais on peut lutter contre le radicalisme avec des pièces de théâtre ? Mais moi, je pense que la culture est un facteur de cohésion. C'est vraiment un facteur qui permet aussi de libérer la parole, d'être un moyen de communication, de redonner du sens à la vie. Et donc, je pense que la culture permet aussi de traiter de tous les sujets et les sujets d'actualité. Il y a une pièce actuellement qui s'appelle Djihad, qui est en train de tourner et qui met en scène 3 jeunes bruxellois qui partent en Syrie et puis ils se rendent compte pendant leur pérégrination qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont partis. Et c'est vraiment une pièce qui n'est pas du tout tragique. Elle est plutôt comique. Mais est-ce que ce n'est pas des gens convaincus qui vont déjà voir ces pièces-là ? Pas du tout, et je peux vous dire, moi j'ai assisté, puisque j'ai soutenu d'abord la création de cette œuvre, et en outre j'ai été voir le spectacle. Il y a plein de gens que je connais qui ont été la voir pendant les jours où elle a été diffusée. Je peux vous dire que la salle était pleine de jeunes, et pleine aussi de gens diversifiés. Je veux dire, ce n'est pas une pièce stigmatisante, mais c'est une pièce qui traite d'une question importante, mais avec l'humour, et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et donc, de donner un label d'utilité publique, c'est vraiment soutenir prioritairement ces œuvres pour qu'elles puissent être diffusées face à des publics jeunes, des publics scolaires. Alors, ce n'est pas pour aller dans les écoles, c'est que les écoles doivent aller dans les théâtres et dans les centres culturels pour aller voir, pour aller partager, pour aller s'exprimer et débattre de ces questions-là. D'accord, il nous reste 2 minutes pour parler de propreté des poubelles, puisque vous avez en charge la propreté en région bruxelloise. Est-ce que vous détricotez ce que votre prédécesseur socialiste Rachid Madran a mis en place ? Pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais pas du tout. Il a décidé d'abandonner les sacs de 80 litres. Il n'a jamais décidé d'abandonner, puisque ça n'a jamais été une décision du gouvernement. C'est une décision qui a été prise au niveau de Bruxelles Propreté, qui a simplement changé le cahier de charges vis-à-vis des producteurs de sacs. Donc, ce n'est pas une décision du gouvernement précédent, mais ça s'est pris pendant la législature précédente. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a pris cette décision au niveau de l'agence sans qu'elle soit communiquée. Donc, on l'a fait un peu en stummeling. Ce qu'il y a, c'est que j'estime que quand il y a un Bruxellois sur 2 qui utilise ces sacs, on ne peut pas décider de retirer, de faire de la pénurie pour ces sacs-là pour 50% de la population bruxelloise. Mais quand votre administration explique que c'est parce qu'ils sont trop lourds, parce qu'ils se déchirent... Mais alors justement, il faut revenir au règlement des collectes. Les sacs ne peuvent jamais être plus lourds que 15 kilos, qu'ils soient de 80 litres, de 60 litres ou de 30 litres. Donc, j'estime, en mettant aussi du personnel qui va faire du contrôle, des incivilités, qu'il faudra effectivement sanctionner
quand les citoyens sortent des sacs qui sont beaucoup plus lourds que 15 kilos, et j'estime qu'il faut vraiment les peser à la limite, parce que c'est important que ces sacs... On va prendre des pèse-sacs pendant les tournées de il faudrait, comme pour les valises. Hein. Et alors, un autre argument, le prix du pétrole ayant chuté... Comment vous allez peser les sacs ? Vous avez des pèse-sacs qui sont des pèse-valises que vous mettez dans votre poche, hein, donc on va en offrir à tous nos agents. Et ceux qui les remplissent trop seront sanctionnés ? Ils pourraient, parce que ça, c'est dans les règlements des collectes. Autre argument, c'est comme le prix du pétrole a chuté. Aujourd'hui, dans le cadre du cahier de charges, on a demandé aux producteurs de sacs de renforcer le microgrammage du sac. Donc, on est passé de 20 micros à 30 microgrammes. Donc, ça veut dire que les sacs seront plus solides et ils se déchireront moins. Mais j'insiste beaucoup, j'estime que la santé des travailleurs de l'agence est primordiale et donc pas plus que 15 kilos dans les sacs, quel que soit le litrage de ces sacs. Alors, une seule tournée par semaine, c'est tenable, Fadil El-Hanan? On ne va pas avoir des trottoirs envahis de... C'est une proposition, c'est pour améliorer la propreté, mais vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime travailler dans la consultation. Je discute beaucoup aujourd'hui avec l'agence, avec des partenaires et des opérateurs qui ont une analyse sur la propreté publique. Et donc je reviendrai dans quelques semaines avec une proposition qui permettra vraiment de rencontrer ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure propreté publique à Bruxelles. Ça veut dire qu'on abandonne un petit peu le projet de une tournée par semaine? On veut plus de propreté et aujourd'hui, vous savez que quand on regarde les chiffres, on trie plus et on jette moins de déchets. Est-ce que vous maintenez ce projet? Je maintiens l'idée qu'il faut unifier les collectes et qu'il faut qu'en un seul jour, on puisse se débarrasser de l'ensemble de ces sacs de toutes les couleurs. Mais donc vous ne dites plus une collecte par semaine? On réfléchit par rapport à l'organique, puisqu'aujourd'hui nous avons élargi l'organique à plusieurs autres communes. Donc nous sommes à 5 communes, puisque les premières étaient Etterbeek et Vers. Aujourd'hui nous y ajoutons Oderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Forêt. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir un champ d'action beaucoup plus important. Et vous verrez que ça apportera aussi plus en termes de tri et de traitement des déchets. Merci beaucoup Fadil El-Hanan d'avoir été l'invité de l'interview et merci à vous de l'avoir suivi.